Je pense qu'on peut peut-être commencer à faire une petite introduction. Oui. Professeur Couder, est-ce que vous voulez intervenir pour Marseille? Oui, tout à fait. Alors, déjà, merci à tous de vous être connectés. Donc, ce webinaire, c'est vraiment un travail commun entre oncologues, gériatres et pharmaciens. Et donc, le but, c'est de vous présenter le bilan de médication avant traitement systémique chez les patients âgés atteints de cancer et la collaboration entre nos 3 professions. Et donc, vous avez pour ce webinaire le docteur Rabia Boulassas de Nice, le docteur Frédéric Rousseau de l'IBC à Marseille, le docteur Julie Ducré qui est pharmacienne au centre Antoine Lacassagne, au docteur Françoise aussi de Crozal et au docteur Florian Coréard, pharmacien également. Je vais essayer de commencer la présentation. Alors, et puis vous pouvez nous couper avec des questions. Alors peut-être qu'on ne les verra pas toujours, mais sinon on le fera à la fin de la présentation. Est-ce que vous voyez? Pas encore. On est heureux de vous recevoir nombreux et on voit qu'il y a beaucoup de villes qui se sont connectées puisque je vois les collègues de Marseille, de Fréjus, de Nice. Et on vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. Et on espère que vos questions seront nombreuses et votre participation. Donc, vous allez avoir la possibilité de poser des questions dans l'onglet conversation, hein, dans le chat, et on répondra en fonction de nos domaines d'expertise sur le questionnement proposé. On voit tes diapositives, donc c'est bon. C'est bon? Tu peux le mettre en plus grand maintenant, si tu veux, en mode On est écran. bon? Oui. OK. Donc, Tu peux peut-être le mettre en mode écran. Mets-le en mode écran, si tu peux. Je suis en mode écran. Ah. Toujours un problème avec cet ordinateur. Bon, c'est pas grave, on voit quand même très bien. Vous voyez? Mm. Je ne vais pas faire mieux. Donc, c'est sur les problématiques et les besoins médicaux en oncogériatrie. Donc là, cette présentation va être faite à 3 entre le docteur Rabia Boulassas, le docteur Frédéric Rousseau et moi-même. Tout d'abord, pourquoi on évalue un patient âgé atteint de cancer? Ben parce que, comme vous le savez, puisque vous êtes tous connectés aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées dans les années à venir. Actuellement, c'est 20% de la population française et puis en 2070, ce sera 30%. Donc, on va avoir une augmentation très exponentielle du nombre de personnes âgées et de personnes de plus de 65 ans, puisque 65 ans n'est pas forcément âgé. Et le cancer est une maladie du sujet âgé, puisque 54% des cas incidents de cancer sont vus chez les plus de 65 ans. Malheureusement, c'est la première cause de décès chez les 65-84 ans. 75% des décès, c'est chez les plus de 65 ans et 50% chez les plus de 60 ans. Donc, pourquoi encore évaluer un patient âgé? Donc, l'autre raison, ce sont les raisons aussi médicales avec les protocoles thérapeutiques qui sont de plus en plus nombreux, complexes et innovants, avec un patient âgé qui peut avoir plusieurs traitements, de la chirurgie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, de la thérapie ciblée, ou de la chimiothérapie, voire de l'immunothérapie. Donc, nous, on est là aussi pour évaluer différents types de traitements et est-ce que le patient peut aller au bout de tous ces traitements. Excuse-moi, Anne-Laure, tu es toujours sur la slide raison épidémiologique. Donc, quelqu'un va me passer les slides, je suis désolée parce que là… Voilà, passe-les comme ça, c'est pas grave, passe-les comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me les passer? Rabia, tu peux me les passer ou pas? Moi, j'ai pas la main, là. Alors, attends. Je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir, excusez-moi, on va passer les voilà, si vous pouvez remettre les slides, on va passer les slides côté DSRC. Madame Moya, vous passez les slides parce que moi, mon ordi ne… Allez, c'est bon. On vient de me le changer, je pense qu'il y a un problème. Alors, ça, c'est Marseille, c'est normal. Merci, Rabia. Non, mais c'est pour un petit peu mettre de l'ambiance dans ces débuts de difficulté. Alors, on rassure les participants, ça va être beaucoup plus fluide après. Oui, voilà, désolé. Du coup, je vais vous dire diapositive d'après. Donc, diapositive d'après. Je parlais des traitements complexes et innovants. Diapositive d'après. Désolé. Voilà.
Et en plus, nous vieillissons tous de façon différente, avec, vous le voyez dans cette pyramide de la fragilité, avec en bas, heureusement, les plus nombreux, ce sont les robustes, 50% de la population âgée à domicile, pour lesquels on maintient la bonne santé. Au milieu, les fragiles ou les vulnérables, pour lesquels il va falloir mettre en place des actions, mais on va pouvoir, la plupart du temps, les traiter en oncologie du moment qu'on met en place les actions. Et puis en haut, les dépendants, qui font partie de 10 à 15% de la population âgée, pour lesquels on met en place des soins complexes et qui souvent, malheureusement, ne peuvent pas ou sont traités de façon adaptée pour un cancer. Diapositive d'après. Donc, en plus du mode de vieillissement qui peut être différent, on a une hétérogénéité du vieillissement des organes et des fonctions. Avec, par exemple, le cœur qui vieillit avec plus de risques d'insuffisance cardiaque diastolique qu'on voit chez les sujets âgés, qui est une insuffisance cardiaque qui est traitée comme l'insuffisance cardiaque systolique, mais qui pourtant ne répond pas toujours au même traitement. Et donc, ça peut avoir des effets au niveau de la prise en charge, notamment par chimiothérapie ou par immunothérapie. La moelle osseuse aussi, qui vieillit avec la personne âgée et qui va avoir des modifications qualitatives et du coup, plus de risques de neutropénie, notamment de neutropénie fébrile. Donc, on met en place plus facilement les facteurs de croissance chez les patients âgés de plus de 65 ans quand il y a une chimiothérapie neutropéniante. Diapositive d'après. D'autres fonctions également vieillissent. Le rein, ça vous le savez tous, il y a une diminution néphronique et plus de risques d'insuffisance rénale, donc on adapte certains traitements, et notamment les chimiothérapies, à la fonction rénale. Les modifications pharmacocinétiques que nos pharmaciens connaissent bien et dont ils vont nous parler, avec des modifications de l'absorption, de la distribution et de l'élimination. Et donc, on doit adapter certains traitements, notamment en cas de modification de la distribution avec l'hypoalbuminémie en cas de dénutrition. Et puis, la polymédication, ce pourquoi on est tous réunis aujourd'hui, avec des risques d'interaction médicamenteuse, notamment avec la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Diapositive d'après. Donc, on a créé, maintenant vous le connaissez, notamment tous ceux qui font de l'oncogériatrie, le parcours du patient âgé atteint de cancer en France. Diapositive d'après, avec un parcours qui est quand même bien codifié, bien proposé par l'Institut national du cancer et qu'on est censé tous suivre dans nos établissements. Le patient âgé a un diagnostic de cancer, l'équipe d'oncologie, de chirurgie ou de radiothérapie fait le G8, ce fameux score de repérage de la fragilité dont je vais parler dans la slide d'après. Il est inférieur ou égal à 14 sur 17, indication de voir un oncogériatre avant de débuter le traitement oncologique, qui donne un avis, on en discute tous ensemble en RCP, et on décide du traitement adapté ou pas, du changement de traitement ou pas, et parfois on fait une évaluation gériatrique, un suivi gériatrique en parallèle du suivi oncologique, et on essaye d'amener le patient au bout de son traitement oncologique. Donc la slide d'après pour parler du G8, mais que je pense vous connaissez tous, qui est ce score de repérage de la fragilité en oncologie et en oncogériatrie pour les plus de 70 ans plutôt, qui prend 4 minutes, et puis pour les équipes entraînées, ça prend moins de temps, qui a des questions basées sur la nutrition, très basées sur nutrition, puisqu'il a été pris à la base sur le Mini Nutritional Assessment. Et il y a quand même des questions dedans de mobilité, de troubles cognitifs, de syndrome dépressif et de sensations de moins bonne ou de meilleur état de santé. Diapositive d'après. Donc, quand on fait le G8, s'il est inférieur ou égal à 14 sur 17, une évaluation gériatrique standardisée est proposée, faite par les gériatres, et qui regarde tous les domaines de la gériatrie, et notamment l'autonomie, qui est le domaine qui est le reflet des autres domaines chez le sujet âgé, que ce soit le cognitif, l'équilibre ou les chutes, les comorbidités, la polymédication, vous m'avez enlevé ma marguerite, si vous pouviez me la remettre, et les troubles de l'humeur, la polymédication et les modifications liées au vieillissement. Et donc, on émet derrière un avis, diapositive d'après. Et donc, cette évaluation gériatrique standardisée sert à ça, à identifier les fragilités ou les syndromes gériatriques qui n'étaient pas diagnostiqués auparavant, de mettre en place des actions, si vous pouvez cliquer, voilà, pour le prendre en charge, mais aussi de connaître la fameuse balance bénéfice-risque pour le traitement oncologique qu'on ne connaît pas actuellement avec les études
de recherche parce que les études sont faites pour les patients plus jeunes et souvent les sujets âgés sont soit évalués en sous-groupes et donc on n'arrive pas toujours à savoir les traitements oncologiques si la balance bénéfice-risque est bonne et en faveur des patients âgés. Donc l'évaluation gériatrique essaye de se rapprocher de la réponse pour la balance bénéfice-risque. Et puis on met en place aussi un plan coordonné de soins dès qu'on voit des fragilités. Diapositive suivante. Donc, on a développé quand même pour nous aider des outils prédictifs de toxicité et notamment des outils prédictifs pour la chimiothérapie. Donc, diapositive suivante. Et vous avez ce fameux CARP score. Alors, on va en parler avec le docteur Rousseau qui est connecté, qui combine des paramètres gériatriques, cliniques, biologiques et des paramètres oncologiques. Et en fonction, on estime le risque de toxicité sévère, modéré ou faible sous chimiothérapie. Donc, est-ce que Frédéric, tu utilises ce CARP score, toi, dans tes évaluations avant de mettre en place la chimiothérapie? Diapositive d'après en même temps. Tu es en mute. Ok, voilà, merci. Oui, donc, oui, dès qu'il y a une indication de chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, ou même en situation métastatique, c'est vraiment un score qu'on utilise parce qu'il est très simple, je trouve, à utiliser. Vous m'entendez? Très bien. Ah oui, il est très simple à utiliser, rapide. Une fois que vous avez fait votre consultation, vous le remplissez vraiment en très peu de temps et il est très performant dans le sens où, il nous permet de prédire, de voir un petit peu l'avenir. Parce que c'est ça en oncogériatrie, l'idée c'est pas tellement, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui va se passer après et de prendre des bonnes décisions et de ces bonnes décisions, comment dire, argumentées non pas par un empirisme qui peut être de mauvais augure, mais par des éléments objectifs. Hein. Et ce score qu'on utilise, il est vraiment, il permet de pouvoir faire cette fameuse balance dont tu parles. Hein. Si notre patiente elle a un risque de rechute qui est majeur dans les 2 ans, eh ben, même si j'ai un risque de toxicité de 80%, eh ben, je prends le risque de faire cette chimiothérapie parce que je sais que ça a un sens. Mais en même temps, je ne pars pas les mains dans les poches. C'est-à-dire que je sais que le risque de toxicité de grade 3-4, il va être de plus de 80%. Et dans ces conditions, bah, j'organise un SSR, je mets des soins de support au maximum. Enfin, je fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de prendre une décision éclairée, qui est facile à faire, qui est validée et qui permet de raisonner et aussi de discuter avec les familles, avec les patients et d'argumenter, si vous voulez, des décisions, de faire ou de ne pas faire. En sachant que, comme le dit Frédéric, c'est vraiment une aide à la décision, mais pas que. Voilà. On peut faire. Oui, voilà. C'est pas parce qu'on a un risque le résultat en soi ne va pas nous dire ah ben je ne fais pas ou je fais. C'est un élément dans la balance qui va nous permettre de dire bon bah, là il y a un gros risque de toxicité. Hein. Il faut savoir que des toxicités, la chimiothérapie quand on l'utilise, les conséquences de la chimiothérapie peuvent être extrêmement délétères chez des patients vulnérables et ça permet de prendre une décision, ce qu'on appelle une décision éclairée, moi je trouve. C'est ça. Et donc, on vous a mis ici sur la slide le CARP score que vous voyez qui est très rapide à faire avec des données gériatriques, oncologiques et cliniques. Alors, slide d'après. Du coup, pourquoi travailler ensemble? Eh bien, parce qu'on va pouvoir, les oncologues, les gériatres et les pharmaciens, adapter les traitements et notamment, par exemple, la chimiothérapie. Alors, slide d'après. Donc, quand on regarde les études qu'on voit dans la littérature, la chimiothérapie s'adapte beaucoup avec, par exemple, le nombre de médicaments. Il y a pas mal d'études qui ressortent depuis 4-5 ans. Je pense que les pharmaciens vont vous en parler sur l'intérêt de la conciliation médicamenteuse et le risque d'interaction avec certaines chimiothérapies. Donc, il faut vraiment s'adapter à ce type de problème. La dénutrition aussi impacte beaucoup le devenir chez les patients âgés sous chimiothérapie, et notamment en cas de dénutrition sévère. Et puis, on voit dans la littérature aussi la perte d'autonomie qui ressort pour la survie et le devenir et notamment la faisabilité de la chimiothérapie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des études maintenant. On est passé à autre chose dans la littérature oncogériatrique. On est passé maintenant à des études interventionnelles
avec les pharmaciens, les nutritionnistes, enfin les diététiciennes, les kinés, les gériatres et les oncologues qui travaillent ensemble pour mettre en place des actions coordonnées et permettre que la chimiothérapie se passe le mieux possible. Et vous avez là 2 études que sont Gain Study et GAP70+, qui sont des études américaines, mais il y a aussi une étude européenne qui est en cours sur l'intérêt de travailler tous ensemble. Et on voit que ces études ont montré une réduction des toxicités de grade 3-5 chez des patients âgés ayant eu tout type de chimiothérapie. Et notamment, il y avait un bras sans prise en charge, bras prise en charge, randomisé. On voit vraiment l'impact de travailler tous ensemble pour aller au bout du traitement en évitant les toxicités. Donc, diapositive suivante. En sachant que pour la chimiothérapie, on adapte aussi selon les fragilités, on peut modifier les protocoles. Et ça, c'est vraiment une discussion tous ensemble. Par exemple, baisser de 20% la chimiothérapie en début. Voilà, on peut discuter avec les oncologues, parfois selon les types de chimiothérapie, le type de cancer, de réduire la dose en début pour pouvoir aller sans toxicité ou du moins en réduisant le risque de toxicité. Il faut tenir compte aussi de la fonction rénale, et notamment les sels de platine s'adaptent à la fonction rénale. La fonction cardiaque aussi, toujours demander une évaluation cardiologique avant les anthracyclines et le risque d'angor fonctionnelle sous 5-FU. Et puis, ne pas oublier les soins de support. Je vous le disais tout à l'heure, le GCSF, qui est essentiel chez les plus de 65 ans, qui vont avoir une chimiothérapie neutropéniante. Et puis, les pharmaciens nous le redisent souvent, ne pas oublier que les soins de support, et notamment l'ondansetron, peut allonger le QT. Et quand vous avez, par exemple, des patients qui sont sous tramadol ou sous séroplex, qui allongent déjà le QT, il faut faire attention au type d'antiémétique qui va être prescrit. Diapositive suivante. On adapte aussi les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées s'adaptent. S'il y a des troubles cognitifs, il faut savoir que quand elles sont péros et données à domicile, il va falloir sécuriser la prise de la thérapie ciblée en mettant par exemple en place des infirmières, et ce seront les infirmières qui donneront la thérapie ciblée. Et quand il y a une perte d'autonomie sur les activités instrumentales de la vie quotidienne qui sont souvent liées aux troubles cognitifs. Pareil, les pharmaciens sont indispensables dans le risque d'interaction médicamenteuse avec les thérapies ciblées, puisque les 3/4 passent par le cytochrome P450. Réaliser un électrocardiogramme, notamment pour l'osimertinib dans le cancer du poumon, risque d'allongement du QT. Et puis la dénutrition aussi, la fameuse hypoalbuminémie, avec le volume de distribution qui est modifié et le risque avec les thérapies ciblées. Diapositive suivante. En ce qui concerne l'immunothérapie, très peu d'adaptations thérapeutiques, puisque c'est des molécules qui sont un peu particulières et qui ont peu d'interaction avec les autres traitements. Mais par contre, faire très attention qu'il y a la double immunothérapie, le risque de myocardite, et donc demander toujours quand il y a double immunothérapie une évaluation cardiologique. Savoir que sous immunothérapie, risque de diarrhée, et quand ils partent en diarrhée, les personnes âgées ont plus de risques de se déshydrater, notamment quand ils sont sous diurétique, soit sous forme de furosémide, enfin diurétique de Lens ou diurétique thiazidique. Et donc, surtout en période d'été, quand ils sont à risque de diarrhée, il va falloir baisser ces traitements. Et puis, le risque d'asthénie aussi et de perte d'autonomie sous immunothérapie. Je vais laisser la parole maintenant, diapositive suivante, au docteur Boulassas pour les innovations pour coordonner le parcours de soins. Merci beaucoup. Je vais prendre donc le relais sur cette question de la coordination du parcours de soins. Diapositive suivante. Tout d'abord, dire que sur tous ces outils, je dirais, de surveillance, on a différentes possibilités. On les utilise beaucoup pour la toxicité des chimiothérapies orales, mais du côté oncogériatrique, on utilise également les plateformes et les outils pour monitorer nos interventions gériatriques. Comme l'a dit très bien le professeur Couder, on va faire une évaluation, on va dépister des problèmes et on va proposer des solutions adaptables à chaque individu. À côté de la médecine finalement personnalisée au niveau biologique, on a aussi une médecine personnalisée clinique auprès du patient en fonction des domaines d'intervention gériatrique touchés. Et on va s'intéresser de manière beaucoup plus globale dans cette surveillance, à la fois aux soins, à la toxicité, côté oncologique, on va surveiller de manière plus précoce par des PRO, par des appels téléphoniques pour les patients qui ne peuvent pas utiliser ce type d'outils. On va leur voir effectivement les toxicités, mais également le prendre soin. On voit également que nos plateformes téléphoniques, par exemple, avec nos IPA, nos IDEC, qui appellent les patients
pour avoir des informations sur la toxicité ou monitorer les interventions gériatriques côté gériatrie, vont aussi faire du prendre soin, rompre l'isolement de ces patients qui sont parfois très isolés. Ce matin, j'ai vu une consultation à un patient de 94 ans qui m'a expliqué qu'il était seul au monde, qu'il avait la visite des soignants, et puis c'est tout, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il était divorcé depuis 60 ans, et qu'il n'avait très très peu de contacts, et que finalement, lui, peut lui importer sa maladie cancéreuse actuellement. Son objectif à lui, c'était de rompre son isolement et d'avoir de la vie dans la vie, m'a-t-il dit. Donc ce coaching motivationnel, cet accompagnement qui est dans le prendre soin, va s'associer aux soins en lui-même et aux conseils vraiment, je dirais, techniques et médicaux qui peuvent être donnés par ce type de moyens. On a toutes sortes de moyens, des plateformes numériques de suivi, que ce soit téléphonique, PRO, des téléconsultations avec les oncologues et les gériatres aussi, des outils connectés. On va avoir des niveaux d'alerte qui vont être paramétrés et vous le savez maintenant, puisque dans tous les hôpitaux, on a des possibilités d'être remboursé sur certains dispositifs. Diapositive suivante. Alors, qu'en est-il des sujets âgés? Vous allez me dire, il est vrai qu'on a une grosse fracture numérique, et c'est vrai. Une fracture numérique chez le sujet âgé. Beaucoup n'ont pas de smartphone, beaucoup ont des téléphones qui sont tout simples. Mais pour autant, on peut être amené à mettre en place des suivis à distance, soit par téléphone, mais également avec l'aide des infirmières au domicile. On a certains programmes qui permettent aux infirmières de se connecter avec le patient, et ça va être valorisé, permettant de pouvoir donner des informations du domicile. On voit également que nous, en tant que professionnels de santé, dans 72% des cas, on utilise le numérique tous les jours pour communiquer entre nous. Donc, c'est vrai que si on se retrouve avec cette patiente qui a des troubles cognitifs et pour lequel on va avoir Madame Géa, par exemple, qui a des troubles cognitifs, qui va avoir des difficultés à communiquer, on a aussi la possibilité que ces outils numériques soient donnés à la communication ville-hôpital avec le pharmacien, avec l'infirmière qui se rend au domicile du patient, avec le médecin traitant. Et on a un joli programme qui va commencer, qui s'appelle le programme Géronte, où Nice va participer à ce programme, porté par Pierre Soubéran de Bordeaux, qui va mettre en place une sorte d'application où sur une page, on aura toutes les informations disponibles pour qu'on puisse discuter avec les spécialistes, mais pas seulement les oncologues, également le cardiologue, le médecin traitant, et créer des sortes de mini-discussions entre nous autour de ce patient. Diapositive suivante. À Nice, par exemple, on a inclus 500 patients, donc juste pour vous dire que c'est faisable de pouvoir suivre à distance des patients avec un parcours gradué. On a plusieurs parcours, un parcours blanc, un parcours vert, un parcours orange et un parcours Carline. Le parcours blanc, c'est juste de la prévention. Le parcours vert, c'est 1 ou 2 interventions gériatriques qu'on va suivre dans le temps. Le parcours orange, c'est un parcours avec au moins 3 interventions. Et le parcours Carline, c'est un parcours pour les plus fragiles. On n'a pas beaucoup de patients dedans. On a en général en filative 30 à 40 patients où on fait vraiment de la dentelle. On les appelle de manière très régulière. Et on va surveiller, bien sûr, nos interventions gériatriques, mais par ricochet, on va surveiller aussi, évidemment, tout ce qui est toxicité, parce que le patient, bien sûr, nous parle de sa toxicité, et pas seulement des interventions gériatriques qu'on a mis en place et que l'on veut surveiller. Tous ces éléments-là, vous le voyez, nous permettront de pouvoir ajuster au patient à la meilleure solution possible pour lui. Celui qui a un smartphone, qui effectivement qui a des tablettes, qui peut répondre directement par l'application, le fera par lui-même. On peut demander à sa jeune fille, à une jeune fille de son entourage qui touche mieux, qui est plus geek que le patient, d'utiliser ces dispositifs, ou l'infirmière, avec certains programmes, comme Curetti, qui valorisent aussi cela avec les infirmières de ville. Donc, on voit qu'on a tout un panel de possibilités. Et là, j'aimerais me retourner vers l'oncologue pour lui demander à Marseille si vous travaillez déjà avec des patients avec ce type de dispositif de surveillance. On ne t'entend pas. Donc à Marseille, on a été très tôt aussi, comment dire, interpellé justement par la compliance au traitement, puisque comme on l'a dit, il y a une énorme évolution des traitements vers les thérapies orales, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, donc qui sont de plus en plus prescrites dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon, dans le cancer du rein. Enfin, vraiment, et il y avait un manque
en particulier pour les patients âgés, de suivi, de guidance pour ces patients chez lesquels on prescrivait ce type de traitement. Et donc en 2015, dans le cadre de quelque chose de très pilote, on a fait un programme de surveillance des patients âgés sous thérapie orale. Donc c'était essentiellement des hormonothérapies de prostate, de l'hématologie, des patients sous traitement oral pour des pathologies hématologiques et le cancer du sein. Et on les suivait. Alors là, c'était vraiment, on avait pris l'option justement d'être au minimum au point de vue littératie, c'est-à-dire que c'était téléphone, suivi téléphonique. Et bon, c'était un programme qui a été financé par l'agence pendant les premières années, et puis qui a tellement bien marché que finalement on l'a exporté à tout le monde, et maintenant on a un service carrément qui s'appelle le service hors les murs. Mais au départ, c'était vraiment dirigé vers les patients âgés. Maintenant, c'est tout patient confondu qui ont des thérapies orales, quelles qu'elles soient, hémato, onco. Et donc, quand on rentre dans le programme du service hors les murs, ça commence par bon, la visite de l'oncologue ou de l'hématologue, et puis une conciliation médicamenteuse. Donc, le pharmacien est vraiment intimement associé à la prise en charge des patients sous thérapie orale. Et puis, ils ont, en fonction de chaque molécule, il y a un planning de surveillance téléphonique qui est fait. Et maintenant, s'y associe aussi, on va s'y associer via une appli qui a été mise en place pour les rendez-vous, etc. Comment dire, des PRO, c'est-à-dire des reports de toxicité par le patient lui-même. C'est déjà fait donc pour les patients qui sont en chirurgie ambulatoire, qui sortent et qui peuvent renseigner des questionnaires, soit par papier, soit sur l'appli, pour sécuriser les sorties des chirurgies qui sortent rapidement. Il y a ces systèmes numériques qui permettent de fluidifier le contact ville-hôpital et de sécuriser aussi ce contact ville-hôpital. Mais maintenant, pour l'instant, donc maintenant, au départ, c'était un programme sujet âgé avec juste du téléphone, et actuellement, c'est carrément un service hors les murs pour prendre en charge tout patient, tous âges confondus, des patients sous traitement oral ou des patients qui sont en sortie précoce, en réhabilitation améliorée après chirurgie. Et là, il y a une interface numérique qui est utilisée. Mais on utilise aussi, au départ, c'était vraiment entre guillemets la vieille technologie qui était celle du téléphone. Et en tout cas, on trouve que ces programmes-là, en tout cas pour notre programme qui était exclusivement pour l'instant du téléphone, mais qui va évoluer vers d'abord des ETP numériques pour apprendre aux patients à utiliser les tablettes, puisqu'on avait eu un petit peu de réticence pendant le Covid. On a commencé pendant le Covid. On a eu seulement 7 patients qui, sur les 511, qui ont refusé de continuer le programme. Donc, on voit qu'il y a une adhésion qui est quand même très, très importante quand ils y trouvent leur compte et qu'ils ont un conseil personnalisé. Ça, c'est juste je voulais revenir. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une espèce d'adhésion des patients. Alors, on pourrait dire, bah, tiens, c'est une intrusion, on les appelle, etc. Mais pas du tout. Et ça les sécurise tellement de savoir qu'ils sont guidés à distance et qu'ils peuvent éventuellement aussi avoir des appels remontants. Mais en général, il y en a assez peu parce que tout étant bien cadré, on anticipe les problématiques et donc on rajoute un appel s'il y a besoin, etc. Et ça sécurise vachement les gens. Et nous aussi, c'est exceptionnel qu'il y ait des refus ou des gens qui abandonnent le programme. Et puis, on a pu rattraper comme ça des perdus de vue, 4-5 qui n'avaient pas de rendez-vous, qui avaient été perdus de vue. Et on se dit, surtout en hématologie où le temps est compté, c'est toujours un peu compliqué. Ça permet de faire ça. Je voudrais aussi faire intervenir, on prend 2 minutes avant de passer à la... Alors, j'ai pas de questions dans le chat. Ils sont timides ou bien c'est moi qui n'ai pas le bon chat à ma disposition. En tout cas, j'aimerais faire intervenir aussi nos pharmaciens, puisque on a 2 pharmaciens qui travaillent avec le hors-les-murs aussi dans le groupe. Peut-être Julie, si sur Nice maintenant, est-ce qu'il y a un retour est-ce que vous avez un retour d'expérience sur certains programmes, notamment avec le hors-les-murs? Alors, on t'entend pas, Julie. Alors, peut-être son micro est fermé. Les deux autres pharmaciens du panel, est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à le temps que Julie retrouve son micro?
par rapport à ces suivis, ces innovations? En ce qui concerne la paix, on a testé il y a quelque temps Anaëls et maintenant on est sous résilience. Donc, en effet, ça permet de sécuriser les patients qui sont à distance, puisque quand vous êtes centre de référence, vous avez des patients qui habitent à plus de 200 km du centre expert. Donc, ce qui fait que ça permet de finalement d'avoir une proximité avec les équipes soignantes. Après, il est certain que, de toute façon, la SOFOG a un groupe de travail sur la question, c'est que ce n'est pas forcément adapté à tout type de personnes âgées. C'est sûr que les personnes âgées robustes vont pouvoir se retrouver dans ce système, dans les systèmes actuellement disponibles. Pour ce qui est des fragiles ou des dépendants, c'est encore une autre chose. Il y a un réel besoin d'adaptation et de flexibilité de ces outils aux différents phénotypes de personnes âgées. Ouais, c'est sûr qu'il faut des modes dégradés pour l'ensemble des patients et trouver la meilleure solution en fonction du niveau de fragilité des patients. On va conclure peut-être. On a une question du Oui. docteur Odigier, Valette. Allez-y. Alors, on va juste faire la dernière slide le temps que le docteur Odigier nous. La Rabia, conclusion, vous voilà. m'entendez ou pas? Oui, ça y est, on t'entend, Oui, Julie. oui, on t'entend. Ah, super. Non, oui, donc pour dire 2 mots, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur l'ETP numérique en particulier, c'était tester la capacité du patient à utiliser les applications de télésuivi. C'est vrai que c'est très important parce qu'on avait tendance au début à être assez réducteur en disant les personnes âgées, c'est trop compliqué, le numérique, c'est pas leur truc. Et finalement, on voit que c'est pas du tout le cas et on a des personnes âgées qui se débrouillent beaucoup mieux que des jeunes avec le téléphone. Et d'où l'intérêt de vraiment tester les patients et de ne pas avoir de préjugés parce que les patients âgés, on peut vraiment leur faire du télésuivi. Très bien. On va faire. Anne-Laure, tu veux conclure à l'ensemble de cette première partie? Alors, donc, juste pour aller très vite, donc le cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, est une maladie du sujet âgé avec un vieillissement qui est très hétérogène des personnes, mais aussi des fonctions et des organes. La pharmacocinétique dont il faut tenir compte, avec notamment le risque d'interaction médicamenteuse. Le parcours spécifique que vous connaissez tous, avec le G8 à faire en premier, s'il est inférieur ou égal à 14 sur 17, indication de faire une EGS pour essayer de se rapprocher de cette fameuse balance bénéfice-risque pour le traitement, et notamment le traitement systémique. Et puis, adapter les traitements en oncologie avec l'aide des pharmaciens. Le risque de toxicité par chimiothérapie, on peut s'aider du CARP score, mais aussi ne pas oublier d'adapter à la fonction rénale, de faire des électrocardiogrammes pour les patients qui vont avoir une thérapie ciblée avec le risque d'allongement du QT. Et puis, ce fameux trinôme oncologue gériatre pharmacien qui permet d'adapter les traitements systémiques dans cette population. Voilà, on vous remercie. C'était la première présentation. Et puis, si le docteur Odigier Valette arrive à nous dire sa question. Oui, vous aurez la présentation. Si c'est ça. Alors, j'arrive pas à lire. Hop, j'essaye de. Donc, posez vos questions sur le chat. Les micros pour les participants ne sont pas ouverts parce qu'on est quand même très, très nombreux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et Madame Odigier, vous pouvez poser. On la reprendra tout à l'heure si elle n'est pas encore présente. Vous poser les questions après, tu vois, après les 3 présentations. Et oui, vous aurez la présentation. Voilà. On va passer à la prochaine présentation. Donc, c'est nos collègues pharmaciens qui ont le trio de choc qui va intervenir sur méthodologie, outils disponibles, modalités de financement et de mise en place du bilan de médication. Et on reviendra, docteur Odigier, ne vous inquiétez pas, à votre question tout à l'heure. On n'entend pas. Il faut activer ton micro. Ah. On n'entend pas, Florian. Et là? Ah, là, c'est bien. Ah, parfait. Hop, désolé. Et c'est pas celle-là de présentation. Hop, désolé. Hop, c'est celui-là. Hop. Hop. Et là. Hop. Hop. Voilà, donc pour répondre à la réponse qu'Anne-Laure a posée, quels sont les outils que les pharmaciens ont à leur disposition pour aider l'oncologue et l'oncogériatre à répondre finalement à
comment adapter la posologie des traitements? Finalement, l'outil le plus adapté pour les pharmaciens, c'est réaliser un bilan de médication. Alors là, on va le décliner à la population oncogériatrique, bien évidemment, en amont l'initiation du traitement oncologique systémique et après que la RCP ait validé le ou les thérapeutiques potentielles pour que l'on puisse finalement faire une proposition clé en main à l'oncologue après discussion entre les 3 intervenants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de médication? Finalement, c'est 2 étapes. C'est une première étape qui consiste à récupérer tous les traitements que les patients prennent en oncologie, que ce soit les traitements prescrits, que ce soit les traitements dits complémentaires, mais même évaluer les patients atteints de cancer pour leur capacité à aller s'orienter vers les médecines dites alternatives, puisque une des missions, c'est quand même de tout professionnel de santé, c'est faire en sorte que les patients restent dans les stratégies oncologiques de référence et validées. Et à l'issue de cette conciliation, forcément, si on est en possession du traitement oncologique proposé aux patients, on va pouvoir derrière faire des adaptations à l'état physiopathologique et faire des recommandations vraiment complémentaire au plan personnalisé de soins qui est déjà remis à l'oncologue au patient. Mais là, c'est plutôt des recommandations strictement pharmaceutiques concernant le médicament, à la fois sur l'adaptation des traitements, mais également sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme suivi tout au long du traitement oncologique, et ça aussi bien pour la maladie cancéreuse que pour les autres comorbidités du patient. Donc finalement, l'un des objectifs principaux des bilans de médication, c'est s'assurer que tous les traitements prescrits par le patient aient réellement une indication. Et ça, c'est réellement une des problématiques qui est commune à la gériatrie en général, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments pour lesquels on ne retrouve pas d'indication. Ils avaient sûrement eu une indication à un moment donné dans le parcours de soins du patient, mais à l'instant T, on ne retrouve plus d'indication. La galénique, on retrouve des patients chez qui il y a à laquelle on retrouve des problèmes de troubles de la déglutition et pour lesquels uniquement des gélules ou des comprimés sont prescrits, alors qu'à côté, il existe soit des solutions buvables, soit des comprimés oraux dispersibles qui permettent de faciliter la prise des traitements par voie orale de ces patients-là. Et bien évidemment, si on réduit le nombre de médicaments qui n'ont pas la bonne prescription, qui n'ont pas d'indication, ça va permettre de réduire la iatrogénie. Et on sait que la iatrogénie est un facteur de réhospitalisation des patients âgés atteints de cancer sous traitement. Il faut également que le patient, on s'assure qu'il comprenne bien ses traitements, notamment dans la prostate. Vous avez des médicaments qu'il faut absolument prendre à jeun, d'autres que vous voulez prendre pendant les repas. Certains sont 2 fois par jour, d'autres sont en une seule prise. Des fois, c'est 1 comprimé, des fois, c'est 4 comprimés. Et vous savez que ce qui nous, professionnels de santé, nous semble évident, prendre 400 mg par jour de tel ou tel médicament, c'est évident. Si c'est des comprimés à 100, on va en prendre 4. Quand vous rentrez dans le quotidien des patients, vous vous rendez compte que pour certains, ils ont des boîtes à 100 mg et 400 mg, en fait, ils prennent comme comprimé à 100 et ce qui fait qu'ils se retrouvent sous-exposés. Il est aussi important de voir si les patients comprennent pourquoi on les traite, donc d'où la nécessité d'expliquer les différentes situations, si vous êtes en adjuvant ou en métastatique, pour bien leur faire comprendre que c'est bien le traitement métastatique qui va contrôler la maladie. Et donc, il y a une nécessité de très bonne adhérence au traitement pour un maximum d'efficacité. Question pour lequel, en situation néoadjuvante, se pose moins parce que généralement, les traitements sont de plus courte durée. Et tout ça, bien évidemment, permet de participer à la réduction des coûts de santé. Donc, pour cela, la complémentarité oncogériatre-pharmacien va se faire parce que l'EGS, c'est vraiment pour le pharmacien un outil très important puisque le gériatre ou l'oncogériatre va faire déjà un état des lieux de toutes les comorbidités du patient et pas que de la maladie cancéreuse. Et donc, ça va nous faciliter l'accès aux indications des différentes thérapeutiques. Il y aura aussi tout aussi un volet donc, social et environnemental. Est-ce qu'ils sont isolés? Est-ce qu'ils sont aidés? Qui c'est qui les aide? Est-ce qu'il y a déjà des infirmières? Est-ce qu'il y a déjà des aides? Et tout ça également est une véritable aide pour le pharmacien dans l'élaboration de recommandations qui soient facilement transportables au domicile du patient.
les orientations, bien évidemment, du patient et son comportement par rapport à l'automédication. Vous savez que tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, c'est forcément sans danger dans l'esprit des patients. Et puis là, vous pouvez sortir l'exemple, la ciguë, c'est naturel et pourtant ça tue. Et après, il y a aussi le comportement du patient vis-à-vis de ces traitements qu'il a déjà. Est-ce que c'est déjà un patient qui est non observant? Forcément, il est plus à risque d'être non observant son traitement oncologique que si vous avez déjà un patient qui est très observant sur ses thérapeutiques antidiabétiques ou je ne sais pas, de l'insuffisance cardiaque, par exemple. Alors, quels outils sont à la disposition des pharmaciens pour aider justement dans les adaptations des traitements et finalement la révision des thérapeutiques? Donc, il y a la version Start and Stop qui est finalement adaptée à la gériatrie pour le patient de plus de 75 ans et ça va vous dire est-ce que finalement ces médicaments ont une balance bénéfice-risque en favorable ou défavorable. La liste de la Roche, c'est le même principe que le Start and Stop et c'est 100% français. C'est des équipes de Limoges qui l'établissent. Et là, l'avantage, c'est qu'ils proposent carrément des alternatives à certains médicaments qui ne sont pas adaptés à la personne âgée. Les critères de BIR, je le mets, mais c'est surtout sur la base, c'est plutôt pour les pays anglo-saxons. Et après, le Drug Index Burden, c'est un calculateur qui permet d'estimer la charge anticholinergique sur la prescription. Et vous savez que la charge anticholinergique chez la personne âgée, c'est souvent associé à des problématiques de risque de chute, de sécheresse buccale, de rétention urinaire, etc. Et donc, finalement, d'effets indésirables qui pourraient être délétères pour la bonne exécution du traitement oncologique. Bien évidemment, se servir des bases de données sur les médicaments nationaux ou internationaux, implémenter les recommandations de l'HAS, on pourrait citer par exemple celles sur les IPP et la surprescription. Il est très important d'intégrer et que le pharmacien, au même titre que le gériatre et l'oncologue, soit au courant de la plupart des recommandations des sociétés savantes médicales en dehors de l'oncologie, parce que finalement, mettre un traitement, je m'excuse, il y a des travaux à côté de mon bureau, je pense qu'il y a un peu du bruit. C'est important de savoir si, parce qu'on va traiter pour le cancer, mais si à côté il décompense de son insuffisance cardiaque parce que cette dernière n'est pas prise en charge selon les standards actuels de l'insuffisance cardiaque, ben, finalement, c'est également des pertes de chance pour la prise en charge oncologique. Et pour ça, finalement, notamment les grandes comorbidités qui nécessitent de revoir les traitements, c'est finalement très souvent le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque et finalement la nécessité ou pas de maintenir les statines dans la maladie cardiovasculaire quand on est en prévention secondaire. Au regard du pronostic de la maladie, potentiellement, on peut alléger les prescriptions comme ça. La fonction rénale, je n'y reviens pas dessus, Anne-Laure l'a très bien expliqué. Et des DI prédicteurs, c'est quelque chose qui est très utile parce qu'il permet finalement de calculer l'exposition la surexposition ou la sous-exposition en médicaments quand vous avez par exemple un anticancéreux qui est associé à un inducteur ou un inhibiteur enzymatique. C'est un modèle mathématique qui va vous donner une estimation de l'effet inducteur ou inhibiteur sur le traitement et donc vous aide à adapter la posologie du traitement oncologique. Et finalement, l'objectif des actions des bilans de médication en complément de l'EGS, c'est revoir l'ensemble des traitements, revoir l'observance, est-ce que le patient il adhère ou pas, mettre en adéquation les traitements et l'état physiopathologique, notamment au travers des données biologiques, l'instauration de compléments alimentaires si le patient est dénutri, est-ce qu'il a recours ou pas à la phytothérapie, est-ce qu'il y a des effets indésirables qui l'autogèrent et est-ce que l'autogestion de ces effets indésirables-là se fait avec des médicaments de soins de support adaptés à la personne âgée et également s'assurer que le suivi des autres maladies que le cancer bénéficie d'un suivi optimal. Par exemple, aller chez l'ophtalmo tous les ans chez les patients diabétiques, c'est quelque chose qui est régulièrement pas fait et pourtant, c'est clairement perdre la vue chez une personne âgée, ça va être un véritable handicap. Voilà, je vais laisser la parole à Julie. Je vais continuer à passer les diapos. Hop, Merci Florian. Sinon, je reprends la main comme tu veux. Tu préfères les passer ou tu préfères que je mette… Il les passe, il vaut mieux. Parce que... Ouais, je te les passe, Julie. Allez, comme vous voulez, pas de souci.
Voilà, donc du coup, je voulais vous faire un petit topo. Donc, Julie Ducré, pharmacien au Saint-Antoine-la-Cassagne à Nice. Un petit topo finalement sur les différentes façons de valoriser ces consultations pharmaceutiques. Donc, mettre en application ce que vient de vous décrire Florian. Donc, les consultations pharmaceutiques, on peut les valoriser à l'heure actuelle de différentes façons et du coup, adapter nos parcours en fonction des besoins des patients âgés dans le cadre d'interventions qui sont tout le temps pluridisciplinaires. Donc, il y a 3 types de valorisation possibles en pharmacie à l'heure actuelle. Les consultations de primo-prescription, donc ça, c'est pour les thérapies anticancéreuses PEROS, les séances pluridisciplinaires complexes et les parcours expérimentaux article 51. Donc, je vais détailler un petit peu ces 3 types. Donc, lors de l'initiation d'un traitement par chimiothérapie orale, pour les consultations de primo-prescription, le patient va voir 3 intervenants, l'oncologue, l'IDE et le pharmacien hospitalier. Alors, les avantages, c'est que c'est une grande flexibilité organisationnelle. Ces 3 consultations n'ont pas forcément lieu le même jour. Donc le patient, du coup, va pas avoir toutes ces informations au même moment et les professionnels de santé ne vont pas être, obligés de s'adapter finalement à la consultation de l'oncologue et c'est bien aussi pour les patients dans le sens où, quand on a toutes les interventions au même moment, ils sont souvent noyés d'informations. Là, ils ont le temps de réfléchir, de voir un petit peu, d'assimiler, du coup, ce traitement et de, nous poser des questions quand ils nous voient en consultation pharmaceutique par la suite. Donc ces parcours-là, ça s'adresse aux patients qui sont non, excuse-moi Florian, juste, avant. Voilà. Ça s'adresse aux patients qui sont, du coup autonomes et peu polymédiqués. Ça a comme inconvénient majeur quand même, qu'on peut valoriser une seule consultation pharmaceutique à l'initiation de la thérapie et donc du coup, les consultations de suivi ne sont pas valorisées. Merci. Donc, la deuxième façon de valoriser, qui est la plus intéressante, à la fois je pense pour les patients et pour les établissements de santé, c'est, les séances pluridisciplinaires complexes. Parce qu'elles sont finalement beaucoup plus, flexibles. Elles sont réalisables à, tout moment du parcours du patient, donc pas, uniquement au moment de l'initiation des traitements anticancéreux. On peut les réaliser pour tout type de traitement anticancéreux, que ce soit du PEROS, des traitements IV. Et on a la possibilité donc de réaliser ces séances pluridisciplinaires, complexes en cours de traitement. Si un patient, du coup, n'avait pas besoin à l'initiation, on peut, finalement ne pas faire, de consultation et un jour, ben, la situation du patient change, on peut se mettre à réaliser ces séances pluridisciplinaires complexes. Le cadre, enfin, il n'y a pas de cadre vraiment, défini. C'est souvent l'oncologue qui définit ce cadre. Ça implique 3 à 4 intervenants. Donc, dans les parcours médicaux, on a l'oncologue, l'infirmière et le pharmacien hospitalier. Et on peut rajouter, du coup, selon les besoins du patient, un 4e intervenant, un oncogériatre, un algologue, un psychiatre, un diététicien, une assistante sociale, vraiment adaptés. Merci Florian. Donc les avantages, comme je vous l'ai dit, c'est tout type de traitement anticancéreux, il n'y a pas de restriction. C'est adapté vraiment aux patients fragiles. Il y a une grande flexibilité concernant le choix des intervenants aussi, donc en fonction des moyens disponibles dans les établissements et en fonction des besoins du patient. Il n'y a pas de nombre de consultations pharmaceutiques prédéfinies et ça permet à l'établissement aussi de coter, un séjour d'HDJ, ce qui n'est pas négligeable, notamment, quand il y a 4 intervenants, un HDJ plein ou alors à 3 intervenants, un HDJ intermédiaire. Il y a quand même des inconvénients, c'est que tous les intervenants doivent réaliser leur consultation autour du patient le même jour et dans un même lieu pour éviter les déplacements du patient. C'est le principe de réaliser un HDJ. Le souci, c'est que souvent, du coup, on se calque à la consultation de l'oncologue et ça demande, pour les oncogériatres, les pharmaciens, une grande flexibilité et une adaptabilité. C'est pas toujours facile et ça nécessite aussi de disposer de locaux adaptés pour ces consultations. Donc nous, on les réalise, au service hors les murs et je pense que c'est le cas dans de plus en plus d'établissements. Concernant le choix des intervenants, donc comme on a vu, il est assez libre. Donc d'une séance pluridisciplinaire à l'autre, on peut changer les intervenants. Donc généralement, le socle, oncologue, IDE, pharmacien reste et on peut, avoir un oncogériatre au départ, un algologue par la suite si le patient reçoit le besoin. On peut vraiment être flexible là-dessus.
Et le choix des intervenants peut être flexible aussi d'un établissement à l'autre en fonction des moyens qui sont disponibles. Donc là, je vous ai mis juste 3 exemples de parcours avec des intervenants différents. Donc, dans le cas où on est dans un établissement avec des parcours incluant un oncologue, on va privilégier l'intervention d'un personnel compétent en gériatrie ou en oncogériatrie. Dans un deuxième exemple où on a le cas d'un parcours incluant un oncogériatre, mais pas d'oncologue, on va privilégier l'intervention d'un pharmacien spécialisé en oncologie pour prévenir la iatrogénie médicamenteuse. Dans un troisième état, c'est en cas d'absence d'oncogériatre dans l'établissement, ce qui embête beaucoup en général. Nous, ce qu'on avait mis en place à un moment donné, mais ce qui n'est plus le cas actuellement, mais c'est une possibilité en tout cas, c'est d'avoir un pharmacien qui a des compétences en oncogériatrie qui peut faire une détection précoce de fragilité par un questionnaire G8 encodage et réorienter le patient vers un oncogériatre pour une prise en charge beaucoup plus complète, globale. Merci Florian. Donc ça, voilà, c'était pour les parcours valorisés à l'heure actuelle. On a maintenant des parcours qui permettent des valorisations dans un cadre expérimental, mais qui vont passer en droit commun normalement fin d'année et début d'année prochaine. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 a permis de nouveaux modes d'organisation et de financement de ces parcours. Le but, c'était d'améliorer l'efficience du système de santé, l'accès aux soins et la pertinence de prescription des produits de santé. Je vais vous présenter 3 exemples de parcours adaptés aux patients âgés et ou traités par thérapie médicamenteuse anticancéreuse. Donc, le parcours OncoLink, donc c'est celui qu'on fait au centre de soins de la Cassagne à Nice. Il y a aussi Octave et Aquadome Picto. Donc, les avantages de ces parcours-là, c'est vraiment le développement du lien ville-hôpital. Donc ça, c'est Françoise qui vous en parlera dans une troisième partie. Ce sont des parcours pluridisciplinaires, innovants, vraiment très structurés en séquence, je vais vous le montrer, et avec des modes de financement innovants parce que ce sont des financements à la séquence également. Merci Florian. Donc, OncoLink, article 51, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une expérimentation nationale qui est portée par Unicancer de suivi à domicile des thérapies anticancéreuses PEROS et donc structurée en 3 séquences. Alors, la première séquence, le patient donc, a une initiation de thérapie anticancéreuse PEROS et il va avoir une consultation tripartite cancérologue, IDE, pharmacien. Donc ça se fait à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'on met en place le lien ville-hôpital. On va essayer pour les séquences suivantes de faire un relais et que la ville puisse faire le suivi, donc médecin traitant et surtout pharmaciens officinaux. On a remarqué qu'ils étaient beaucoup plus impliqués que les médecins traitants aujourd'hui, en tout cas. La séquence 2, donc c'est quand tout s'est bien passé au premier cycle, il n'y a pas eu de modification dans le traitement du patient, dans le traitement anticancéreux du patient. Donc là, le patient va passer dans un suivi coordonné vraiment ville-hôpital, où le pharmacien d'officine verra le patient à chaque dispensation dans un entretien. Les infirmières du hors-les-murs vont continuer à l'appeler régulièrement et il y aura vraiment ces échanges entre la ville et l'hôpital. La séquence 3, nous, on n'a pas eu l'occasion d'en faire au centre Antonin Cassagne. C'est vraiment, alors plus pour de l'hémato peut-être, pour un suivi qui se ferait vraiment principalement par le médecin traitant avec un espacement des consultations avec les oncologues. Nous, ils aiment bien revoir les patients au centre tous les 3 mois. Et c'est vrai que du coup, ce n'est pas adapté aux séquences 3 où le patient est revu tous les 6 mois en général. Donc, le relais par les professionnels de ville pour le suivi est progressif, adapté aux patients en fonction de la tolérance à leur traitement. Et c'est l'oncologue qui va déterminer ces séquences justement en fonction des adaptations de traitement ou pas, pour savoir justement dans quelle séquence se trouve le patient. Alors, c'est très bien, ça reste une usine à gaz quand même pour arriver à suivre les séquences des patients, mais ça reste quand même bien adapté aux différentes situations. Merci Florian. Donc, Octave, donc je connais moins bien parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, on attend le passage en droit commun, mais c'est une expérimentation qui est portée par l'URPS Pharmaciens de Bretagne et Pays de Loire. Donc elle s'adresse aux patients, vraiment âgés pour le coup, hein, population gériatrique, avec des patients de 65 ans et plus. Le but, c'est vraiment de sécuriser l'accompagnement médicamenteux dans un parcours chirurgical. Donc, ce parcours, il va prévoir une implication importante des professionnels de ville, avec notamment 2 bilans médicamenteux réalisés par le pharmacien d'officine, un avant et un après l'hospitalisation, une conciliation des traitements médicamenteux d'entrée et de sortie, réalisés toujours dans les établissements de santé et généralement fait par les pharmaciens hospitaliers.
un accompagnement au domicile par l'infirmier ou le kiné, et un bilan partagé de médication qui va être réalisé par le pharmacien d'officine en lien avec le médecin traitant. Merci Florian. Et enfin, le troisième parcours expérimental qui existe à l'heure actuelle, c'est Aquadome Picto. Alors Aquadome Picto, il ressemble beaucoup quand même à l'article 51 Oncolink, le premier dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, pour un passage en droit commun, ils seront normalement fusionnés. Donc, Aquadome Picto, c'est une expérimentation innovante en grand test, donc qui s'oriente pour les patients du coup traités à domicile par thérapie anticancéreuse, PROS ou immunothérapie. C'est la différence avec l'article 51 Oncolink. Il y a 2 parcours proposés, incluant une solution numérique de télésuivi. Donc voilà, hein, là, ça montre bien, hein, on est chez les patients de 65 ans et plus, et il y a une solution numérique de télésuivi intégrée, hein. Les patients âgés peuvent être télésuivis. Sur les 3 ou 4 premiers mois de la mise en place de la thérapeutique, donc Aquadome, c'est un parcours qui est dit appuyé, avec un suivi infirmier libéral au domicile du patient. Il y a 9 visites qui sont prévues dans ce parcours. Et Picto, qui a un parcours dit standard, un suivi par le pharmacien d'officine avec 4 séances d'accompagnement thérapeutique individuel. Merci Florian. Alors, ces différents parcours expérimentaux, article 51, ont plusieurs avantages. Donc, ce sont des parcours qui permettent du coup de démarrer des consultations parce que c'est une dynamique nationale quand même qui permet du coup de commencer quand on n'a jamais eu l'occasion d'en faire dans nos établissements. C'est une belle porte d'entrée. Il y a quand même comme inconvénient une contrainte organisationnelle liée au fait qu'il s'agit d'une expérimentation. On est contraint par les différentes séquences. On ne peut pas prendre un patient en cours de traitement. Il faut que ce soit à l'initiation, par exemple, pour Oncolink. Donc, difficile à gérer, mais une fois que c'est mis en place, ça roule bien. Des restrictions d'inclusion à certains traitements. Donc, vous avez vu, on a parlé de traitements anticancéreux PROS ou immunothérapie, mais on ne peut pas pour l'instant mettre les autres chimiothérapies IV. Pas d'intervention de gériatre et oncogériatre dans ces parcours expérimentaux, ce qui est très embêtant. Et le caractère chronophage pour les équipes parce que à l'heure actuelle, c'est très lourd au niveau de la traçabilité et au niveau de la facturation parce que même pour les pharmaciens d'officine, pour qu'ils soient rémunérés, ça passe par l'établissement de santé qui doit remplir tout un tas de données. Donc, c'est assez lourd. Et l'ensemble du territoire est non couvert à l'heure actuelle. Certains centres ont pu participer à cette expérimentation, d'autres non. Donc, on attend vraiment le passage dans le droit commun. Merci Florian. Ça, donc, c'était un dernier point que je voulais faire. Donc, c'est pas tout à fait, ça concerne pas tout à fait la valorisation à l'heure actuelle, mais le but, c'est d'y arriver à terme. C'est une nomenclature de la pharmacie clinique et des règles de codage qui a été mis au point par Omedit Pacacors et la SFPC, Société française pharmacie clinique. C'est un guide du coup de codification, valorisation des activités de pharmacie clinique dans les établissements de santé. Le but, c'est de parler le même langage entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine, d'uniformiser, d'homogénéifier tout ça et dans un but de pouvoir codifier ces actes pharmaceutiques par la suite. Merci Florian. Du coup, je vais laisser la parole à Françoise de Crozal pour nous parler du lien ville-hôpital. Donc, Françoise de Crozal, pharmacien à l'Institut du cancer Avignon-Provence. Donc, dans cette... Tu peux me mettre la diapo, Florence, s'il te plaît? Donc, dans le cadre du lien ville-hôpital, comme dans tout lien ville-hôpital, nos patients, avant tout, ils transitent en permanence entre l'hôpital et leur domicile. À l'hôpital, comme nous l'avons vu, c'est bien organisé en pluriprofessionnel. On partage, oncologue, le gériatre, pharmacien hospitalier, mais aussi infirmière de coordination et tous nos soignants des soins de support, à la fois sur l'évaluation oncogériatrique, sur la conciliation médicamenteuse, mais avant tout, on partage une décision sur la prise en charge médicamenteuse, mais également sur leur suivi à domicile à mettre en place. Et tout cela ne peut se faire que si on dialogue avec le domicile et avec les soignants de la ville
qu'ils soient médecins traitants ou spécialistes, mais aussi les infirmières à domicile et nos collègues, comme vous l'avez dit, pharmaciens d'officine. Donc tout ça pour partager ce qui se passe à domicile, mais aussi partager les traitements et s'assurer d'un bon retour d'information parce que beaucoup de choses se passent à la maison et on n'a pas forcément le retour quand ils reviennent en consultation à l'hôpital. Donc, j'allais dire qu'on soit hôpital, ville ou nos patients ou en institution, on a tous des objectifs communs. C'est avant tout accompagner le patient, mais pas que, surtout quand il est âgé, les aidants sont des aides plus, à la fois pour pour la gestion du traitement oncologique, mais aussi des traitements associés. Pour cela, dans le but d'optimiser la prise en charge, à la fois sur la tolérance à domicile, mais aussi le respect de l'observance et le bon usage. Et pour cela, je dirais qu'il faut renforcer ce lien ville-hôpital, peu importe les moyens, qu'ils soient téléphoniques, téléconsultations numériques, voire même téléexpertise. On travaille tous pour nos patients et nos aidants afin de les écouter, d'expliquer le bon usage et d'échanger avec eux à la fois sur le traitement habituel, mais comme l'a dit Florian, sur les thérapies complémentaires. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Est-ce que vous voulez qu'on passe au cas clinique, mesdames, comme ça, et après on fait la session questions? Allez, c'est parti. Oui, c'est mieux, parce qu'on est déjà juste sur le timing. Ok, hop. Alors, hop, là, c'est pas ça. Hop, hop. Là, là. Hop, pardon. Vous voyez toujours l'écran et c'est toujours pas la bonne. Puis là, je vais faire exprès. Hop, Ça me rassure que tu n'y arrives pas. voilà. Je me sens moins blonde. Vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, très bien. Donc là, l'objectif, c'est c'est un peu de vous illustrer au travers d'un cas qu'on a traité avec Colline, qui était l'assistante d'Anne-Laure, autour d'un cas patient atteint de cancer de la prostate, et on va vous illustrer le trinôme pharmacien oncogériatre. Donc, c'était un patient qui âgé de 84 ans, avec un adénome prostatique qui était d'emblée métastatique. Il avait une cardiopathie ischémique stentée 2 fois, une FEVG légèrement altérée. On retrouvait pas mal de comorbidités, une HTA, de la dyslipidémie, un diabète non insulino-requérant, une fonction rénale, on va dire une insuffisance rénale chronique modérée avec une clairance à 45, une hépatite B chronique, des épisodes dépressifs majeurs, une hernie hiatale, une suspicion d'AIT étiquetée en 2022. C'est un patient qu'on avait vu en février 2023, pardon. Pour lequel avait été prescrit de l'aspirine 160 mg et un lymphome B en rémission depuis 30 ans. Consommation d'alcool occasionnelle, il aime faire l'apéro, mais pas plus que ça. C'est un patient qui a fumé l'équivalent de 60 paquets à l'année, mais qui était sevré depuis l'âge de 40 ans. Donc, la question que l'oncologue a adressée à l'oncogériatre et donc indirectement également au pharmacien, c'est au regard des molécules disponibles dans la prise en charge du cancer de la prostate métastatique, quelle hormonothérapie on va pouvoir prescrire chez ce patient polymorbide. Donc, qu'est-ce qui est de commercialisé actuellement? L'acétate d'abiraterone, l'enzalutamide, la palutamide ou le darolutamide. Donc, première chose, on va regarder qui c'est qui avait les indications. Donc, les indications en première ligne métastatiques dans le cancer de la prostate, on avait le choix entre finalement l'abiraterone, l'enzalutamide et également la palutamide. Le darolu ne l'avait qu'en association au taxoterne, au docétaxel. Donc, on s'est dit, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails pour orienter et aiguiller le choix de la thérapeutique. Donc, vous l'avez vu dans les antécédents, le patient est diabétique de type 2. Donc, comme il est diabétique de type 2, on va éviter, si possible, de lui prescrire de l'abiraterone, puisque ça voudrait dire mettre en place une corticothérapie. Et finalement, on ne va pas déséquilibrer son diabète si on peut faire autrement avec une corticothérapie au long cours.
Donc, au final, il nous reste 2 molécules, la palutamide et l'enzalutamide, et on s'est dit, on va un peu regarder le profil de toxicité de ces 2 molécules. Donc, elles ont, que ce soit la palutamide ou l'enzalutamide, toutes les deux un profil finalement cardiaque assez similaire, et on retrouve plus d'événements de type cérébrovasculaire, AIT, AVC, avec la palutamide qu'avec l'enzalutamide. Donc, finalement, c'est plutôt orienté vers l'enzalutamide chez ce patient, au regard du profil de toxicité. L'autre argument était aussi de se dire que le profil inducteur enzymatique, donc le fait que ces 2 molécules risquent de diminuer l'élimination d'autres médicaments, était relativement similaire. Donc, on ne pouvait pas faire la différence entre les deux sur le profil d'interaction au niveau des cytochromes, et on n'avait pas bien évidemment d'antécédents d'épilepsie, ce qui faisait qu'on pouvait prescrire l'enzalutamide. Alors, on a créé un tableau pour aider à la décision, mais encore une fois, c'est complètement discutable, puisque des fois, les patients sont quand même polypathologiques, donc on essaye de faire en fonction des pathologies, mais quand il y en a plusieurs, c'est compliqué. Et notamment, comme l'a dit Florian, quand il y a un diabète, on essaye d'éviter la prescription de corticoïdes, et donc on va éviter la biratérone, et donc proposer plutôt l'enzalutamide ou la palutamide. Mais évidemment, s'il y a des maladies cardiovasculaires, déjà l'intérêt dans une hormonothérapie de nouvelle génération, quelle qu'elle soit, c'est de demander un bilan cardiologique, et en fonction, s'il y a des antécédents cardiovasculaires, plutôt favoriser l'enzalutamide ou la palutamide, et s'il y a des antécédents neurovasculaires, plutôt favoriser l'enzalutamide ou la biratérone. Mais c'est évident que tout ça, c'est des propositions, mais c'est des discussions. Et puis, dans l'insuffisance rénale, on n'a vraiment pas beaucoup de données, sauf chez le dialysé pour l'enzalutamide. Donc, si le patient est dialysé, on va plutôt aller vers l'enzalutamide. Voilà, en sachant que, comme on associe avec de l'hormonothérapie ancienne génération, ne jamais oublier le bilan ostéoporotique, surtout quand les patients sont à risque de chute, et faire un bilan vitamino-calcique, ne pas hésiter à mettre les patients sous vitamine D plus ou moins calcium, et s'il y a de l'ostéoporose, adresser à un rhumatologue et calculer le score de Frax, et en fonction mettre en place les biphosphonates. Donc, on va passer cette diapositive, on va aller directement à celle d'après pour gagner un petit peu de temps, puisque vous avez déjà parlé des différents points qui sont dessus, des points clés, des effets indésirables chez le patient âgé. Pour s'attarder quelques minutes sur finalement quand l'oncogériatre voit le malade, cliniquement, quels sont les points clés de son évaluation. Alors, comme vous l'avez dit, bien sûr, il faut pouvoir arriver à avoir un examen clinique cardiaque, parce qu'il n'y a pas que l'idée de faire l'anamnèse. L'examen clinique est également très important, et on dépiste souvent des signes, des stigmates d'insuffisance cardiaque non contrôlée, qui vont nous mener soit à une consultation de cardiologie, soit à un ajustement thérapeutique au moment de la consultation. Le cognitif est essentiel, puisque ce sont des médicaments qu'il faut prendre au niveau péros, et les prendre au bon moment, parfois avec des circonstances particulières, n'est-ce pas, monsieur le pharmacien qui sourit? Donc, il ne faut pas que le patient fasse n'importe quoi, ou encadrer, en tout cas, la prise en charge du traitement par une infirmière. La dépression, dans ton cas, Florian, tu as mis la dépression, et c'est quelque chose de très important, parce qu'on le néglige souvent, parce qu'on se dit que de toute façon, les patients, ils sont dépressifs, ils sont cancéreux, c'est normal. Et pour autant, le patient qui va être dépressif, il va y avoir un impact. On le voit dans l'hypnothérapie, un papier qui est sorti récemment montrant que les patients dépressifs avaient plus d'effets indésirables concernant l'hypnothérapie. Alors, c'est évidemment pas parce que, de manière constitutionnelle, la dépression va nous rendre plus susceptibles aux effets indésirables de l'hypnothérapie, mais probablement parce que les patients déprimés sous-estiment les petits effets indésirables à bas bruit qui démarrent, avant qu'ils ne deviennent plus gros. On a cette histoire-là de sous-estimer les choses, et à côté également de devoir finalement ne pas persister dans le traitement, et donc avoir un risque sur l'efficacité du traitement. On va être très vigilant sur la marche et le risque de chute, parce que tu l'as dit, Anne-Laure, le risque ostéoporotique est important, donc il va y avoir une action anticipatoire à ce niveau-là avec tout notre arsenal d'intervention gériatrique. Et puis, on a un élément que l'on ne développe pas toujours et qui est pourtant très important du côté du patient et de la qualité de vie, c'est la fatigue. Et on sait que ces médicaments
moi, j'ai des patients qui, du jour au lendemain, en prenant les hormonothérapies, quelles qu'elles soient, deviennent complètement épuisés. Des patients qui étaient très actifs, qui faisaient des marches en montagne et qui me disent même, je préfère arrêter le traitement car la fatigue induite est intolérable. Donc déjà, pour notre travail à nous en tant qu'oncogériatre et qu'oncologue, on va regarder tous les éléments qui peuvent participer à la fatigue avant même l'introduction du traitement, puisque ça va se surajouter à la fatigue préexistante. Et on va proposer de l'activité physique, on va équilibrer une anémie. Enfin, on a une liste longue comme un jour sans pain pouvant donner de la fatigue, et notamment les médications autres, les comédications que les pharmaciens vont nous aider à pouvoir dépister. Et enfin, équilibrer les comorbidités, le diabète, l'HTA, qui dans ce cas-là, les pathologies cardiovasculaires, qui sont essentielles dans ce type de traitement. Diapositive suivante, et je repasse la main à mes collègues. Donc, en effet, la priorité, c'est vraiment quand on doit sélectionner des patients, on va choisir ceux qui ont le plus de médicaments parce que ce sont ceux qui ont le plus à risque de faire des événements iatrogènes qui peuvent être intercurrents avec le traitement oncologique. Il faut bien évidemment on va s'impliquer aux côtés du gériatre et de l'oncologue dans l'adaptation des traitements habituels et du traitement oncologique. Et la bonne prise en charge des comorbidités, comme Rabia, Anne-Laure, finalement tout le monde l'a dit autour de ce webinaire, c'est aussi important de prendre en charge et de stabiliser les comorbidités que la maladie cancéreuse en soi. Et donc là, c'est juste deux travaux qu'on va vous présenter de partenariat justement de ce trinôme oncologue, gériatre, pharmacien. Mais ça, c'est un premier papier qui est issu d'un travail qu'on mène avec Anne-Laure depuis 2016, où on a démontré que finalement, le fait de réduire les doses de l'anticancéreux, ça ne grévait pas la survie globale de ces patients âgés. Par contre, ça permettait de réduire le nombre de toxicités de grade 3-4 et donc finalement d'améliorer le parcours de soins de ces patients âgés en réduisant les toxicités de grade élevé sans impacter la survie globale. Quand il y avait nécessité de les baisser, par contre. Ouais, par contre, oui, la réduction est bénéfique. La réduction est bénéfique pour le patient au sens global. Et le dernier travail, c'est un travail de l'équipe de Nîmes qui a montré que le partenariat oncologue-gériatre et oncologue permettait de réduire le nombre de médicaments, de réduire les scores de iatrogénie et de survenue d'effets indésirables, et également la réduction du nombre de médicaments inadaptés à la personne âgée. Voilà, merci de votre attention. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. Oui, ça a commencé déjà les chats. Donc, si vous avez des questions sur les 3 présentations et même sur d'autres choses sur ce sujet, par contre. C'est le moment. C'est le moment. Donc, on peut peut-être déjà revenir sur le commentaire de notre consoeur, le docteur Clarisse Odigier-Valette, qui est pneumo-oncologue, chef de pôle à Sainte-Mus, et qui s'occupe du 3C aussi. Donc, elle nous a fait part d'une réflexion, tout d'abord, celle de bien différencier les prises en charge qui peuvent être très différentes lorsqu'on est en péri-chirurgie, je dirais, avec tous les programmes que l'on peut mettre en place d'intervention avant, après, incluant la RAC, incluant la préhabilitation, la réhabilitation des gériatres. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'un traitement qui va se faire oncologique. Donc, il y a des filières finalement différentes avec des expertises tout à fait différentes et on est tout à fait d'accord avec elles. Et également différencier les patients qui ont un objectif finalement de guérison ou un objectif finalement d'accompagnement. Et c'est vrai que dans nos interventions, c'est quelque chose de crucial. Et c'est également très important au niveau éthique. Moi, je porte également un espace éthique. Et on a vraiment du côté du patient toujours cette demande où on n'est pas toujours aligné entre le souhait du patient et finalement nos objectifs de traitement. Et où le patient, des fois, même si on lui a dit à plusieurs reprises quels étaient les objectifs du traitement, il n'y a pas d'alignement. Il y a un gros travail à faire autour de ça, mais collectif, d'arriver afin d'éviter les obstinations déraisonnables ou des traitements qui sont pas du tout adaptés à la situation. Et je crois que c'est aussi un point qui est très important. Et ensuite, elle a abordé aussi tout l'abord
Elle a des questions pour Anne-Laure, donc je vais laisser Anne-Laure intervenir sur ça. Je lui ai répondu, c'était par rapport à la télémédecine, le PREPS que j'ai de téléexpertise pharmaceutique ajusté avec la télé-oncogériatrie. Et après, il y avait des questions. Donc ça, avec plaisir, je viendrai le présenter à Toulon. J'en ai parlé avec votre directeur adjoint, qui est aussi notre directeur du Gérontopole. Et du coup, aussi le suivi par les PROMS. Et nous, on a la même chose que vous à la PHM. Florian l'a dit tout à l'heure, on a résilience. Mais c'est vrai que le recul pour les personnes âgées est compliqué. D'ailleurs, on a mis en place un travail au sein de la SOFOG, la Société francophone d'oncogériatrie, pour essayer d'améliorer en fait ces prompts pour les sujets âgés. Et c'est vrai que c'est quand même, on n'y peut rien, hein, mais c'est les patients autonomes, n'ayant aucun trouble cognitif et qui ont les petits-enfants ou les enfants pour leur montrer comment on fait, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est eux qui sont les mieux, qui répondent le mieux aux questions et font le télésuivi, et puis ceux qui ont des aidants à côté qui peuvent les aider. Donc, c'est vrai que du coup, on a un biais énorme de ces télésuivis, mais qui petit à petit se développe, et je pense que d'ici 10 ans, on n'aura plus cette conversation, quoi. Ça, c'est clair. Après, pour compléter ce que… Vas-y, Flo. Pour compléter ce que dit Anne-Laure, c'est qu'on est quand même sur une population particulière, puisque aujourd'hui, vous savez que la télésurveillance, elle existe en cardiologie, elle existe en diabétologie. Donc, après, le quid de comment on va interfacer, interopérer toutes ces mécanismes de télésurveillance, parce que bon, il ne va pas aller sur l'appli cœur pour son pacemaker, l'application cardio pour ci, et ça, c'est vraiment le problème en plus de la non-adaptation des prompts aujourd'hui à la personne âgée, c'est comment on va rendre tout ça interopérable quand ils vont être télésuivis de tous les côtés, hein. C'est peut-être mon espace santé qui va nous résoudre le problème, hein. C'est d'essayer comme on fait nous, de coordonner tout, mais je ne sais pas comment ils vont faire effectivement pour les applications. Alors, on a une question. Quelle est l'acceptabilité des patients à ces parcours et quelle est l'observance? Est-ce qu'elle est améliorée? Pour ceux qui ont l'habitude des parcours avec PROMS. Des parcours avec… comme vous, par exemple. Oui, à télésuivi. L'observance, on n'a pas, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais comme c'est une question qui est posée lors de chaque entretien téléphonique programmé, l'observance, on arrive à la suivre. Alors, est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne? Après, ça va dépendre aussi de la tox. Mais normalement, un des objectifs de la mise en place de ces programmes, c'est vraiment d'améliorer cette observance, puisqu'on sait que quand on regarde, par exemple, les études sur l'hormonothérapie chez la femme atteinte de cancer du sein, on sait que les observances sont très, très mauvaises, hein, et sur 5 ans de traitement, il y a parfois 30 à 40% d'arrêt et de délai. Donc, je pense que c'est un outil qui permet d'améliorer cette observance. Après, je voulais faire une remarque plus générale, moi, sur les outils numériques et les patients âgés. Je pense qu'il faut vraiment concevoir ces outils. Alors, d'abord, je suis sûre que dans 10-15 ans, c'est vrai que le problème ne sera pas le même, parce que ce sera nous, mais ce sera moi, pardon, et on aura une meilleure connexion, si vous voulez, par rapport aux gens qui ont 80 ans maintenant. Mais ceci dit, les technologies auront peut-être évolué et on n'aura peut-être pas évolué en parallèle. Mais deuxièmement, moi je pense qu'il faut vraiment voir l'outil numérique comme quelque chose qui est un appoint, qui est une aide, mais qui n'est absolument pas obligatoire et qui doit plutôt être et pas un passage obligé, quoi, hein. C'est vraiment une option qu'on peut ou ne pas prendre en fonction de la littératie et qui ne doit pas être un phénomène exclusif, si vous voulez, hein. Donc, nous, à l'Institut, on essaye de vraiment avoir l'outil numérique à disposition comme aide, etc., mais avec toujours une alternative possible et jamais que ce soit jamais un critère exclusif, quoi. Parce qu'il y aura toujours, malgré tout, une partie des patients qui ne pourront pas. Et puis après, quand c'est un peu Brésil, hein, la télésurveillance pour le cœur, pour le diabète, pour ceci, pour cela, il peut y avoir aussi à un moment donné un rejet, hein, de ces phénomènes de surveillance. Il faut vraiment qu'on soit très, très prudent. Ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment le proposer, en tout cas nous, pour notre suivi téléphonique qui va se transformer également en suivi par appli pour le patient ou ses aidants.
on ne le propose pas aux patients qui ne sont pas motivés. Oui. Je pense que on fait signer un consentement en plus parce qu'il y a du numérique et de la recherche. Et je pense que vraiment le patient doit, parce que des fois on force un peu la main aux gens, hein, pour certains, hein, on le voit, hein, pour inclure dans les protocoles, tout ça. Nous, en tout cas, pour ce type on n'est pas vraiment dans cette optique-là. Il faut vraiment que le patient ait vraiment envie de le faire et que ça lui apporte quelque chose et lui laisser la liberté de pouvoir en sortir si ça fonctionne pas. Et quand on a essayé pendant le Covid, ça a été une belle expérience aussi. Il n'y avait pas eu que des mauvaises choses. Quand on a commencé donc le travail autour de la plateforme à la fin du Covid, et en fait, les patients, on leur avait donné des tablettes. Et au départ, beaucoup n'y arrivaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tout de suite d'abord rabattu sur le téléphone avant de pouvoir le faire dans une seconde étape. Et on se rend bien compte qu'il faut vraiment sélectionner le patient et avoir les bonnes. Et quand on a Aquadome, par exemple, dont tu parlais, Julie, où la pharmacienne ou l'infirmière de ville vient au patient, elle a tant de visites et où elle lui montre comment ça marche, finalement, c'est une alternative. Soit c'est la famille, soit c'est l'infirmière sur valorisation parce qu'on paye. Mais il faut pas les couper de cet outil qui peut être utile, mais il faut trouver une solution de repli avec l'aide soit d'une famille qui soit motivée, soit d'une infirmière par la valorisation. Oui. Quand on a une fracture numérique. Moi, je pense que là, ce qui est le message important, hein, et on l'avait dit à la SOFOG là, cet hiver, c'est que le numérique, c'est une aide, mais l'humain et la relation humaine, disons, c'est quelque chose qui doit synergiser les relations humaines et pas en faire l'économie, quoi. Parce que de toute façon, c'est très simple, hein, quand les trucs qui ne sont pas adoptés par les patients, ils les utilisent pas et du coup, c'est pas relevant, quoi. C'est clair que c'est vraiment l'outil numérique, c'est un écrin à nos organisations et on le voit très bien avec nos IDEC qui appellent les patients ici. Elles ont un outil qui est formidable qui leur met en place un tableau de bord, hein, pour n'oublier personne avec ceux qui sont en vert, en rouge. Ça les aide à ne pas oublier personne et à prioriser, à grader la prise en charge. Mais ce que les patients retiennent, c'est l'infirmière, elle est sympa, hein. Et elle m'appelle, et elle est toujours souriante. Et j'ai même un patient qui nous a dit « J'attends son appel parce que je suis vraiment seule et ça me fait du bien. » Voilà, tout simplement. Et c'est l'abord humain qui est quand même le plus important, avant même la technicité et puis cet aspect surveillance-soin. C'est le prendre soin qui prend tout son sens au niveau des interactions humaines. Oui, mais un salaire d'infirmière, c'est plus cher que de télécharger une application. C'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, il y avait le docteur Élysée ou professeur Élysée qui était médecin militaire, qui avait fait vraiment une appli pour les sujets âgés. Et on voit que ça pouvait marcher dans 60% des cas, c'est sûrement des sélectionnés. Et elle avait quand même réussi à faire remonter sur ces patients-là des alertes. Donc, quand on sélectionne bien les patients, alors par contre, j'ai pas trouvé son papier. Je l'avais entendu en parler à Saint-Paul il y a il y a 2 ans. Et ce papier n'a pas été publié. Le premier papier global des lycées avait été publié sur l'ensemble de la cohorte. Mais par contre, sur les patients âgés en particulier, elle avait fait une étude. J'ai recherché très récemment ce papier, je ne l'ai pas trouvé. Alors j'espère qu'elle le publiera pour qu'on ait plus d'informations à ce sujet. Mais elle arrivait à avoir des alertes, hein, des sujets âgés concernant les difficultés grâce à ces dispositifs connectés. C'est possible. Après, ce qu'il faut voir, et c'est vraiment une problématique, c'est le problème des alertes, hein. C'est-à-dire, si vous avez des alertes, il faut quelqu'un devant. Et on ne peut pas dire l'alerte s'arrête le vendredi soir. Donc, c'est toute l'ambiguïté de ces applis donc, où on recueille de l'information, quoi. Il faut vraiment savoir comment on les utilise et faire très attention, hein. Mais au début, ça fait peur pour les cliniciens parce qu'on se dit, oh là là, les infirmières vont appeler et puis toutes les 2 minutes, elles vont venir dans mon bureau pour m'en parler. Moi, je vous avoue la vérité, j'avais un peu cette crainte. Je me suis dit, elles vont appeler tous ces 500 patients et puis le bureau est juste en face du mien et elles vont venir me voir toutes les 2 minutes. Eh bien, croyez-le si vous me voulez. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elles sont montées en gamme et en compétences. C'est-à-dire que des fois, elles géraient le patient, même des fois des choses assez graves, hein, des douleurs thoraciques, elles géraient le rendez-vous, le machin, les urgences, l'hospitalisation. Puis à la fin, elle venait me voir, elle fait « Bon, alors j'ai fait hospitaliser monsieur, tu es d'accord ?» Ben oui. Donc elles upgradent leurs compétences de coordination. Au début, elles avaient peur d'appeler les médecins. Elles me disaient de le faire. Et puis peu à peu, ben, elles prennent, c'est l'empowerment des infirmières, hein. Et moi, je trouve ça formidable. Ah bah oui, c'est…
Après, il faut prendre les bonnes infirmières. Ils sont formés à la coordination parce qu'il ne faut pas prendre une jeune femme. Il ne faut pas prendre une jeune femme qui sort de l'école et on la met en difficulté sur. Il faut prendre des infirmières qui ont de la bouteille dans la coordination, bien sûr, et qui connaissent le réseau de prise en charge locale. Parce que si on prend une jeune fille qui sort de l'école, c'est plus difficile pour elle. Et puis il faut qu'elles aient une expérience clinique, qu'elles aient déjà vu des malades. Qu'elles soient charpentées. Qu'elles soient familiarisées à la cancérologie. Alors, on n'a plus de questions. Il nous reste 3 minutes à moins qu'une question arrive. Et moi, je voulais, avant de conclure aussi, remercier les personnes qui se sont connectées parce que vous êtes très nombreux et vous êtes restés pratiquement jusqu'à la fin. Il n'y en a que 2 qui se sont sauvés dans le groupe. J'ai décompté. Je voulais remercier Encopaka qui sont présents ici. Merci beaucoup. Madame Moya, Monsieur Ozin qui sont connectés, qui nous ont accompagnés pendant de nombreuses réunions pour mettre en place ce travaux de coordination. Et je félicite leur patience parce qu'on n'est pas très disciplinés, les Marseillais et les Niçois, et je m'en excuse à titre personnel aussi. On voit quand même que les pharmaciens sont quand même plus structurés. Sérieux. Et on les remercie aussi. Et donc, voilà, je voulais faire ce remerciement parce que ce n'est pas évident de travailler avec différentes personnes, avec des localisations géographiques différentes. Et je laisserai maintenant mes collègues faire un petit mot de la fin aussi. Moi, je n'ai rien à dire de plus, tu as tout dit. Merci à tous et puis merci à bien. Merci. Et on salue notre collègue Olivier Guilhem qui nous a fait aussi un petit mot à la fin. Ah bon? Je n'ai pas vu. Pour le chat. Une bise à Olivier. Ah bah super. Alors une bise à Julie aussi. Ah oui. Super. Oui. Merci à nous et à tous. Et puis surtout, nous aussi, on adore travailler avec les oncologues et les gériatres. C'est Julie Lopez qui le représente. Pardon. Ouais. Et on espère vraiment que ce n'est que le début de partenariats solides pour l'avenir autour de ces patients. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à tous pour votre intervention. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.